Bonjour et bienvenue sur 1000 parcours pro au micro, le podcast qui te fait découvrir une multitude de métiers divers et variés pour te redonner confiance et te rassurer. Aujourd'hui, je suis avec Touba. Hello Touba, Coucou Lucie. comment tu vas aujourd'hui? Très bien, merci et toi? Oui, ça va, nickel. Je suis super contente d'être ici pour faire cette première interview filmée, enregistrée en studio. Merci beaucoup de te prêter au jeu. Et on va commencer cette petite Très bien, c'est interview. parti. Touba, dis-moi, qui était la petite Touba? Comment t'étais quand t'étais petite? De quoi tu rêvais? Qu'est-ce qui te faisait envie? Alors moi, plus petite, donc j'ai grandi dans un village en Haute-Savoie. J'étais l'aînée d'une famille de 3 enfants et je rêvais d'avoir un beau parcours professionnel pour montrer, l'exemple à mes frères et sœurs et surtout parce que, voilà, j'avais envie, d'avoir un bel avenir. C'est ce qu'on me disait, tout le temps quand j'étais petite. Voilà, il faut faire des études pour s'en sortir financièrement et cetera. Donc je rêvais d'avoir une belle carrière professionnelle. Donc même si petite, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, de ma vie. Je savais que je voulais faire un métier utile à la société et donc petit à petit, l'idée de devenir professionnelle de santé a germé dans ma tête. OK, donc vraiment même quand t'étais petite, allez, je sais pas, 7-8 ans, ça c'était déjà quelque chose qui était en toi de faire, une carrière enfin le terme carrière était déjà en fait un peu dans ta tête quoi, Oui, parce assez qu'après, tôt? c'est vrai que, au niveau, de la situation, on va dire, économique de mes parents, même si on n'a jamais manqué de rien, c'est vrai qu'on a eu quelques difficultés financières et le fait d'avoir une belle carrière professionnelle, c'est toujours quelque chose, dont on parlait, en fait, en famille pour pouvoir, assurer un bel avenir et après, j'ai ma maman qui a eu des soucis de santé, donc on passait beaucoup de temps, à la pharmacie et je trouvais que l'espace, de la pharmacie, les professionnels de santé, le beau cadre de la pharmacie, je trouvais ça vraiment, très attirant et je savais qu'elles étaient professionnelles de santé, mais voilà, je trouvais juste l'espace déjà très sympa quand j'avais, 6-7 ans et après avec le temps, j'ai découvert, plus en détail le métier de pharmacien. OK, super. Du coup, est-ce que, quand tu avais par exemple 17-18 ans, en fait, du coup, là, par rapport à ce que tu me dis, c'était peut-être déjà assez clair ce que tu voulais faire? Est-ce que tu savais exactement que tu voulais être pharmacienne, en officine? Ou est-ce que tu avais d'autres, projets en tête? Est-ce que c'était un peu flou? Est-ce que tu étais sûre de toi, Alors arrivée à 17-18 ans, donc c'était en terminale à peu près, oui, j'étais sûre de moi. Je voulais vraiment être, pharmacienne, donc je savais que je voulais être dans le médical et ce qui m'attirait le plus, c'était vraiment, la pharmacie. Je trouvais que c'était vraiment le bon compromis entre le professionnel de santé qui était là prêt à aider, les patients et le pharmacien est aussi, le professionnel de santé capable de conseiller des produits cosmétiques, des choses comme ça, de la médecine naturelle. Ça m'attirait énormément. Donc à 17-18 ans, c'était très clair pour moi, ouais. donc tu as fait, qu'un choix Parcoursup, Exactement, c'était la PACES et j'ai présenté qu'un seul concours en PACES, c'était la pharmacie ou rien. Ouais, tu t'es pas Donc tu pas choisi la pharmacie par défaut, ah en fait, non, à la fin de passer, c'était vraiment ton ouais. premier choix? Pas du tout et justement, je n'aurais pas retenté une deuxième PACES, si j'avais raté pharmacie parce que vraiment, c'était pharmacie et c'était je me laissais qu'une année, un seul choix, pharmacie ou rien et je sais qu'à la fin du deuxième concours, en PACES, je m'étais inscrite en biotechnologie, je crois, déjà avant d'avoir les résultats parce que c'était, pharmacie ou rien. Donc Du coup, tu l'as tenté une fois ou 2? Enfin le qu'une seule ah fois. non, une seule fois et tu l'as eu du Ouais, premier coup? exactement, OK. donc je suis très contente et je ne m'étais pas laissé la possibilité non plus de me dire: «Je le retenterai une deuxième fois». Non, c'est je le tente une fois et c'est ça ou rien. OK, super. Ouais. OK. Et si on repart un petit peu en arrière, enfin en arrière, justement, à cette période-là, 17-18 ans, quand tu étais au lycée, même peut-être au collège, quel souvenir tu gardes, de l'orientation? Est-ce que tu as un souvenir où, tu es allée à des je sais pas, à des tu sais, des salons de l'étudiant? Est-ce que, tu as eu le droit, au conseiller d'orientation qui t'a fait un petit bilan, Mmh. d'attitude, enfin pas d'attitude, de personnalité pour savoir vers quoi tu étais plus tournée? De quoi tu te rappelles en termes d'orientation quand tu étais au collège-lycée? Alors au lycée, c'est vrai que je garde pas un très, très bon souvenir de mon orientation en PACES parce que ma prof principale, ne me soutenait pas vraiment dans mon projet professionnel. Pensait vraiment que j'avais pas les capacités pour réussir, en fait en PACES et donc pour pharmacie. Parce que j'étais une élève, on va dire, assez moyenne, j'avais pas des notes extraordinaires, j'étais dans la tranche, on va dire, un peu moyenne de ma classe et c'est vrai que c'était très démotivant le discours qu'elle avait et puis c'est vrai que je doutais beaucoup de moi, mais quelque part, ça me donnait aussi quelque part, la motivation de prouver que je pouvais réussir, en PACES. Donc c'était un petit peu compliqué cette année, de la terminale
on n'a pas eu vraiment de conseillers d'orientation. C'était plus des étudiants qui étaient déjà en PACES, en deuxième ou troisième année de médecine pharmacie, qui étaient venus justement nous parler un peu de leur cursus, qui m'ont motivée. Et je regardais beaucoup de vidéos aussi sur YouTube à l'époque, parce qu'il n'y avait pas tellement TikTok ou Instagram à l'époque. Mais j'écoutais beaucoup le témoignage d'autres étudiants qui avaient pu réussir avec un profil semblable au mien. Et ça m'a motivée en fait dans mon parcours ensuite. Et moi, c'est très étonnant, c'est plutôt mon CPE qui m'a motivée à continuer mes études en pharmacie. Un jour, j'étais convoquée dans son bureau pour avoir séché des cours d'allemand. C'est pas bien, Thomas. Non, et c'était ma prof principale qui m'avait envoyée dans le bureau du CPE. Et puis lui-même ne savait pas trop ce que je faisais là, parce que j'étais quand même une élève assez modèle, exemplaire. Et il me disait, je comprends pas ce que vous faites dans mon bureau. Et on avait juste pris le temps de discuter un peu de mon projet professionnel. Et à cette époque, il m'expliquait que justement, les profils comme le mien, qui n'avaient pas forcément un très très bon niveau, enfin un niveau moyen, mais qui avaient bien réussi leur oral de français, en fait, pouvaient très très bien réussir quand même en PACES. Et il m'a motivée. Et c'est vraiment mon CPE qui m'a motivée plutôt que ma prof principale. C'est très étonnant. Et c'est parti comme ça. Comme quoi, je pense qu'il faut vachement s'attacher quand on a une figure qui croit en nous, pas forcément notre prof, si on a un prof qui ne croit pas forcément en nous, mais un autre prof ou un frère ou une sœur, un cousin, une cousine qui a fait quelque chose qu'on aimerait faire ou une direction qu'on aimerait faire. Je pense que c'est quelque chose qui est important euh, d'écouter et de se laisser conseiller aussi. Oui. Je pense que c'est cool parce que du coup, toi, ça t'a donné un peu ouais, envie et Ah ça oui. t'a donné un peu confiance en Bien fait. sûr, tout à fait, parce que là, ma prof ne faisait pas confiance en moi, alors que c'était la personne, je pense, qui aurait dû vraiment croire en moi et me motiver dans mes choix professionnels. Mais à côté, j'avais mon CPE qui était hyper motivé pour moi, qui croyait en moi, et je me suis dit, bon, ok, peut-être qu'il y a des personnes qui sont, bah voilà, négatifs au sujet de mon orientation, mais à côté, j'ai des personnes qui croient en moi et ça m'a motivée. J'ai souvent pensé à lui pendant la PACES, C'est donc mignon. c'était chouette. Oui, donc j'ai plus son nom en tête, mais sachez, monsieur le CPE, que vous m'avez énormément motivée pour mes études. Ouais, c'est chouette. Franchement, c'est vraiment chouette. Mm. Et est-ce que du coup, quand tu es arrivée en études supérieures, donc en PACES, puis après justement quand tu as eu ton diplôme, plutôt, enfin pas ton diplôme, pardon, ton concours, Oui. plutôt justement à ce moment-là, quand tu as commencé vraiment les études de pharmacie, Mhm. est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais, étant donné que tu avais regardé pas mal de parcours, tu avais écouté pas mal d'interviews de personnes qui expliquaient leur parcours au sein des études. Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Est-ce qu'il y a eu des choses auxquelles tu t'attendais pas? Comment tu as vécu ce changement PACES études Études. spécifiques? Alors moi, c'est plus la PACES que j'ai très mal vécue. Mais une fois avoir eu mon concours, c'est vrai que je m'attendais un petit peu à ce que, à la suite en fait de mon parcours, on a eu beaucoup de cours de botanique. Au début, c'était très général, mais ça, j'avais vu aussi beaucoup de vidéos là-dessus. Donc au début, on comprend pas très bien nos cours. Parce que c'est un peu en entonnoir les cours que l'on a. Au début, c'est beaucoup de généralité. Et plus on avance dans les années, plus ça devient spécifique. Et en troisième, quatrième, cinquième année de pharmacie, on se dit, OK, en deuxième année, on m'avait enseigné ça. Mais maintenant, je comprends mieux pourquoi. Et j'aurais pas eu les bases à l'époque. Ça aurait été difficile actuellement. Donc c'est surprenant au début. Mais finalement, non, j'étais assez bien renseignée sur la filière pharma et j'ai pas été vraiment perturbée. Ouais, t'as pas eu Non, quelque chose qui t'a vraiment perturbé. Ok, non, trop ça cool. va. Ok, Oui. tant mieux. Et donc, bah, je vais quand même te poser la question, même si je Oui. me doute du coup de ta réponse. Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours où tu as douté de tes études, où tu t'es dit, euh, ah finalement, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que tu as eu ce moment-là ou pas du tout? Et c'est aussi très cool quand on n'a pas ce moment-là. Alors, pas vraiment. Simplement, je m'étais juste posé la question quand j'étais en quatrième année, lorsqu'on allait faire nos choix de filière. J'ai un peu hésité avec la filière hôpital par rapport à l'officine. Parce que je m'étais dit, voilà, si je fais officine, je vais être entre guillemets bloquée qu'en officine parce que je peux faire que ça et pas aller ensuite dans d'autres filières. Je pourrais pas retourner à l'hôpital si finalement j'ai envie d'avoir une carrière un peu hospitalière. Alors qu'une carrière hospitalière m'ouvre ensuite les portes quand même de l'officine. Je m'étais dit, est-ce que je ferais pas hôpital? Et j'avais commencé à réviser un peu les cours pour le concours à l'hôpital. Mais finalement, ça m'intéressait vraiment pas. Et ça faisait déjà quelques temps que je travaillais pendant mes stages en pharmacie, ou l'été, je travaillais dans les pharmacies. Bah, en fait, j'adorais ce que je faisais en pharmacie de ville et je m'étais dit, bah écoute, t'adores ce que tu fais en officine, pourquoi tenter l'hôpital alors que finalement, bah, c'est déjà ce que t'aimes, pourquoi faire un concours encore difficile?
alors que potentiellement, ça va peut-être pas me plaire et je vais revenir en officine 3 mois Mmh. après parce que ça ne me plairait pas. Donc finalement, non, j'ai fait que officine et je regrette pas du tout, finalement. Mais j'ai eu un petit moment où je me suis dit, est-ce que je m'ouvrirais pas plus de portes? Mmh mh. Mmh. Donc j'ai tenté, on va dire, pendant 2 mois et demi, les cours de l'internat en pharmacie avant de bifurquer de nouveau en officine. OK. Parce que du coup, il y a une différence, le chemin de la pharmacie, du coup, Oui, mène à plusieurs domaines c'est ça. et du coup, toi, quand tu as fait ton choix en 4e année, tu as eu le choix entre officine et hôpital? Alors oui, et il y avait aussi la filière industrie qui était possible, ou alors une carrière plus axée sur la recherche. OK, Voilà. OK. Donc tout ce qui était recherche, on va dire industrie, ça ne m'intéressait pas vraiment parce qu'on allait perdre vraiment ce contact avec le patient que moi je recherchais dans mon travail. Et hôpital, voilà, je m'étais posé la question, mais finalement l'officine, c'était vraiment ma vocation. C'est trop chouette. OK, super. Et si on part vraiment sur, ton métier de pharmacienne aujourd'hui, donc le métier, pur et dur, que tu exerces au quotidien, donc tu as le contact avec les patients, tu as beaucoup, je pense, de conseils, de délivrance, d'ordonnances et cetera. Et j'ai déjà remarqué, moi-même en me renseignant sur le métier de pharmacien, par exemple, mon père m'a dit: «Mais en fait, pharmacien, c'est un peu des commerçants, quoi. Enfin, Mhm, ils vendent des médicaments, mais est-ce qu'ils sont vraiment, spécialistes? Enfin, voilà, qu'est-ce qu'ils ont entre guillemets «de plus», que ça?» Et du coup, bah, moi je lui disais: «Bah, c'est des experts du médicament, ils savent détecter s'il y a une interaction peut-être entre 2 médicaments», je mhm. sais pas. Toi, quand on te dit ça, parce que je pense que ça revient souvent, Oui. le fait, que les pharmaciens sont en fait que des commerçants, à quoi comment tu arrives à répondre, par rapport à tes missions au quotidien? Mhm. Alors c'est vrai qu'on a un peu cette double casquette entre le professionnel de santé, où là en effet on va détecter les interactions médicamenteuses, on ne va pas simplement exécuter une ordonnance, mais on va vraiment réfléchir. Un patient qui arrive avec une ordonnance d'un cardiologue et qui a vu aussi d'autres spécialistes en fait entre-temps, mais qui ne sont pas forcément au courant de leur prescription, c'est vraiment le pharmacien qui va réussir à tout recadrer, à tout centraliser pour dire OK, là il y a une interaction entre l'ordo de votre cardiologue et votre psychiatre par exemple. Donc en fait, on est vraiment très important dans le suivi en fait, des traitements du patient. On est le dernier maillon de la chaîne, donc c'est super important. Et à côté, oui, on a aussi cette casquette de commerçant puisqu'on commercialise aussi des produits cosmétiques, des produits de médecine naturelle, et cetera. Heu et c'est vrai que bon, bah, on peut pas nier cette casquette de commerçant, mais il faut toujours, garder, en tête le fait que voilà, même si on vous conseille une crème, bah, c'est peut-être pour mieux prendre en charge, vos problèmes d'eczéma, pour mieux prendre en charge, je sais pas moi, votre chute de cheveux, des choses comme ça, enfin, si on vous conseille des compléments alimentaires et un professionnel de santé, un pharmacien qui fait bien son travail, oui, il va peut-être vous vendre des produits, mais c'est des produits qui seront nécessaires pour vous. Mais oui, on peut pas nier, on va dire, cet aspect, un peu commercial et puis, je pense aussi que le pharmacien, c'est aussi l'endroit où les patients, peuvent potentiellement acheter des choses, où tout n'est pas remboursé à 100 quand on achète une crème hydratante et donc ça, c'est peut-être difficile de se rendre compte du fait que, oui, ils sont professionnels de santé, mais à côté, ils nous vendent aussi des choses. Ouais, je Donc pense que il y a c'est cette double mmh, casquette et c'est vrai que des fois, c'est un peu délicat de pouvoir justifier, on va dire, notre position, mais c'est nécessaire. Des fois, une crème hydratante pour le corps va complètement changer la vie d'un patient parce que ça va améliorer le confort, etc. Donc oui, il y a cette double casquette, mais à côté, des fois, c'est nécessaire. Et puis, c'est parce que tout n'est pas remboursé à 100% que je mmh. pense c'est un peu flou dans la tête Ouais, de certains ouais, patients. ouais. Puis je pense qu'il faut aussi se rendre compte que ça reste effectivement un commerce, la Oui, pharmacie. Elle a besoin d'argent aussi, oui, bah, pour tourner. tout à fait. Et c'est vrai que, bah, il y a d'autres problématiques actuellement où le remboursement est de moins en moins efficace par rapport, aux produits, aux médicaments et cetera. Et donc à côté, le pharmacien essaye de diversifier aussi, j'imagine, ses sources de revenus. Mais après, il faut toujours garder en tête et puis le pharmacien doit faire aussi attention à ce qu'il conseille, ce qu'il vend. Il faut que ce soit vraiment, justifié pour l'état, de santé du patient. On va pas vendre des vitamines juste pour vendre, des vitamines, pour se faire un maximum de d'argent sur le dos de nos patients. Non, des fois, c'est justifié. La vitamine D en hiver, le magnésium, des choses comme ça. Enfin, c'est intéressant. Après, je pense que c'est aussi aux patients et aux pharmaciens de créer une relation un peu de confiance. Mmh.
Mhm. pour que le patient ne se sente pas arnaqué. Ouais, ouais. Oui, parce que du coup, vous avez des patients qui reviennent en fait très souvent. La plupart du temps, je pense que c'est Oui, ça. C'est vous avez des patients que vous voyez comme un médecin, enfin des gens qui ont un médecin traitant. oui. Ils vont chez leur médecin traitant. Mhm. Ils ont souvent une pharmacie dans laquelle ils vont régulièrement et vous devez avoir au final les patients que vous revoyez avec lesquels vous pouvez avoir du coup une espèce de relation. Oui, tout à fait. Et puis des fois, on les voit même plus que leur médecin. Par exemple, un patient qui voit son médecin traitant et qui a une ordonnance pour 6 mois, il va revenir tous les mois chez nous, mais il va voir son médecin traitant peut-être une fois tous les 6 mois, son spécialiste une fois par an. Mais nous, on les voit tous les mois. On fait vraiment des suivis. Et finalement, c'est le professionnel de santé qui est disponible tout le temps, sans rendez-vous, Et de gratuitement, en proximité fait, hein, gratuitement. parce que si on a un problème qu'on va à la pharmacie, vous Exactement. êtes, entre guillemets, enfin, vous allez forcément nous répondre, quoi, Oui, si on a une tout à fait. problématique. Donc c'est vrai que des fois, on les voit même plus que leur médecin et on crée souvent de belles relations avec nos patients, oui. C'est chouette, vous avez ce côté-là aussi. Et qu'est-ce qui t'a surpris peut-être le plus quand tu as commencé à travailler, du coup, peut-être dans les premiers mois Mhm. et ça peut être vraiment de tout, ça peut être plutôt sur le côté voilà, conseil aux patients, sur le métier en lui-même. Est-ce que tu fais des tâches que tu t'attendais pas à faire, que tu savais pas que tu allais devoir faire ces tâches-là? Qu'est-ce qui t'a le plus étonné? Alors, ce qui m'a étonnée au début, c'est des fois, on va dire, l'humeur de mes patients. C'est vrai que des fois, il y a des conflits, il y a des choses un peu difficiles à gérer. Quand voilà, il y a des dépassements sur les ordonnances, alors que bon, moi, c'est un peu acquis que tout soit remboursé et gratuit en fait en pharmacie. Des fois, devoir expliquer ça à longueur de journée, le débat entre les génériques et les médicaments, voilà, les principes, c'est vrai que c'est pas évident. Ça, c'est vrai que c'était un peu étonnant au début. Et surtout, entre ce qu'on nous enseigne un peu à la fac, on va dire la législation par rapport à la délivrance des médicaments, et ce qui se fait réellement sur le terrain, il y a quand même une différence. C'est sûr qu'un patient qui n'a pas pu voir son médecin traitant, qui a eu des soucis de santé ou qui a dû voir sa famille, qui n'a pas pu avoir son rendez-vous, et ben, en pratique, on va peut-être lui avancer ses médicaments, même si légalement, on n'a pas le droit de le faire ou que son ordonnance est terminée, parce que voilà, on est le professionnel de santé le plus proche, il n'a pas pu avoir son rendez-vous, bah, c'est pas grave, on essaye de trouver des solutions. Et ça, au début, quand on est jeune diplômé, c'est difficile aussi de se dire, ouais, bah, c'est hors cadre, c'est hors ce qu'on m'avait enseigné, et donc c'est difficile. Mais en fait, plus les années passent, plus on a de l'expérience en pharmacie, plus on fait confiance à nos patients, ils reviennent, on les arrange, et ça, c'est perturbant au début, mais on s'y fait. Ok, oui, puis après, je pense que vous savez aussi, de toute façon, vous êtes formé pour détecter justement quand il y a vraiment des vraies dérives C'est ça. qui peuvent mener à des problèmes plus importants, Bien sûr. plutôt que quelqu'un qui a, voilà, qui a pas pu aller chez son médecin et Mais qui a pas oui. eu un renouvellement d'ordonnance. D'où la nécessité aussi de bien connaître nos patients. Quand c'est des clients réguliers, qu'on voit depuis 10 ans, là, on va dire on a plus de facilité à dépanner, à faire des avances, des choses comme ça, que oui, quand c'est des patients qu'on ne connaît pas, c'est peut-être un peu plus délicat, oui. Mais je comprends, je comprends. Et je voulais aussi te poser la question en termes purement théoriques par rapport à ce que tu as appris à l'école. Mhm. Parce que c'est quelque chose que j'essaye de faire passer sur le podcast, c'est que souvent, moi la première quand j'étais en études, je me disais: «Oh, je serais incapable de ressortir tout ce que j'apprends en ce moment, Oui, tous les exercices que je fais, enfin impossible que dans 3 ans, je sache encore refaire exactement cet exercice-là, que je me rappelle exactement de cette théorie-là. Et ça me faisait peur parce que je me disais, mais je vais jamais être capable, en fait, quand je serai en emploi, de travailler. Et au final, je sais que ça se passe pas du tout comme ça. Mais je voulais te demander, toi, du coup, qu'est-ce que tu utilises vraiment le plus dans tes études? Et enfin, de la partie théorique, du coup, parce que je pense que toi, tu l'utilises quand même beaucoup. mhm, Et au contraire, qu'est-ce que tu as dû apprendre sur le terrain? Qu'est-ce que tu as acquis en termes de compétences que peut-être tu l'as pas acquis, enfin voilà, tu pouvais pas oui. l'acquérir à l'école, ça t'a pas été enseigné à l'école, mais que tu as vraiment acquis sur le terrain. Mhm. Alors, évidemment, ce que j'utilise tous les jours, c'est toute la pharmaco que j'ai appris sur les médicaments, l'indication des médicaments, les contre-indications, les grosses contre-indications du moins, parce que en fait c'est impossible en pharma, je pense que personne pourra me dire un jour je connais vraiment toutes les indications, toutes les contre-indications, les effets indésirables de chaque médicament. On connaît les grosses contre-indications, effets indésirables, mais on a des logiciels en pharmacie qui nous aident à détecter justement les interactions médicamenteuses. Donc, au début, c'est vrai que j'appréhendais de me dire bon, bah, comment ça va se passer, est-ce que je vais pouvoir tout retenir quand on avait des polycopiés avec des centaines de pages sur les effets indésirables à connaître, enfin, les antibiotiques, etc. En pratique, on a des logiciels qui nous aident. Donc ça m'a rassurée. Mais c'est vrai qu'on avait quand même besoin de toute cette partie théorique pour avoir les bases, un minimum.
Mmh. Ça, je l'utilise évidemment tous les jours. Après, ce qu'on n'a pas vraiment enseigné à la faculté, c'est plus tout ce qui est médecine naturelle, médecine douce, aromathérapie, phytothérapie. On a eu quelques cours, quelques notions, mais c'était peut-être 3 à 4 heures de cours. Et évidemment, ça ne suffit pas pour conseiller les patients. Et ce que je remarque, c'est que les patients de plus en plus ont des questions sur les produits naturels, les thérapies, on va dire, un peu alternatives, complémentaires. Et ça, j'ai dû me former évidemment sur le terrain pour conseiller au mieux mes patients. Euh, et après, on a aussi les laboratoires. Admettons, on décide de référencer une gamme de probiotiques. Les laboratoires nous font aussi beaucoup de formations pour essayer de mieux les conseiller. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est vrai que toute cette partie médecine complémentaire, j'ai dû me former un peu à côté. Et toute la partie théorique sur la pharmaco des médicaments, je m'en sers quand même un peu tous les jours, même si j'ai pas tout retenu de la fac, ce qui est normal. Mais c'est grâce en fait au logiciel aussi qui nous aide beaucoup. Mmh. Sinon, je pense que si j'avais pas de logiciel, ça aurait été peut-être un peu différent. Mais là, on est beaucoup aidé par nos logiciels en pharmacie. Ouais, donc les études, c'est vraiment, je pense, pour apporter ce cadre et ces bases, parce que vous avez vraiment Ouais, besoin de ces bases-là. bien Vous sûr. pouvez pas exercer ce métier-là euh, sans avoir vos bases théoriques. Oui. Mais il y a des systèmes qui sont en place derrière. Puis vous êtes plusieurs, enfin, je veux dire, vous n'êtes pas seul non plus. Il y a des systèmes en place Mhm. derrière pour vous soutenir, quoi, je veux dire. Oui. Donc, n'ayez pas peur de n'ayez pas peur de pas tout retenir. C'est normal. On peut pas tout retenir, mais ça nous apporte vraiment une grosse base, je pense, Tout à fait. qui nous sert après. Et puis comme tu disais, on travaille pas seul, on n'est pas dans un cabinet médical un peu comme un médecin, on est seul et livré à nous-mêmes. Là, en fait, on travaille avec des collègues qui ont plus d'expérience que nous, d'autres pharmaciens. On a en fait nos logiciels informatiques, encore une fois, où on a notre base de données de tous les médicaments. Si on a une question, on arrive à trouver la réponse assez rapidement. Donc voilà. Mais ça se travaille aussi, en fait. Sortie de la fac, c'est vrai que c'est très perturbant, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et en fait, c'est avec le temps où on se rend compte finalement que on est quand même pas mal aidé, on n'est pas livré à nous-mêmes, quoi. Mm, mm, mm. Et du coup, est-ce que tu fais d'autres tâches? Par exemple, je sais pas, je pense à... Parce que comme du coup, on dit que la pharmacie, ça reste un commerce, est-ce que tu fais d'autres tâches comme de la comptabilité? Bon, je pense qu'il y a aussi pas mal de stocks. Enfin, Mhm. comment est-ce que c'est géré? Est-ce que le pharmacien fait plusieurs tâches? Comment vous gérez ça? Au moins dans ta pharmacie, si ce n'est de façon générale. Ouais, alors le pharmacien, pour le côté un peu plus compta, c'est plus le pharmacien titulaire, le pharmacien gérant qui va s'occuper de ça. Ou alors, tout simplement, on a des comptables qui nous aident aussi sur cet aspect-là. Mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, en tout cas, on va compter nos caisses. Ça fait partie quand même de la comptabilité. Donc, l'ouverture et la fermeture d'une pharmacie doit être assurée par un pharmacien. Donc, au début, voilà, pour lancer les logiciels et à la fin, pour compter les caisses et fermer la pharmacie. Donc ça fait partie de nos tâches. Et après, tout au long de la journée, le plus important, évidemment, c'est servir nos patients, nos clients au comptoir. Mais à côté, évidemment, on va recevoir aussi différents laboratoires qui vont venir nous présenter leurs nouveautés pour référencer des produits dans notre pharmacie. Donc il y a beaucoup de rendez-vous aussi qui sont pris pour essayer de négocier les conditions commerciales, etc. Et à côté, ce que je fais beaucoup en fait en pharmacie, alors là en ce moment ça va être beaucoup d'actes comme la vaccination antigrippale, c'est la saison. On peut faire aussi différents tests. On faisait des tests antigéniques à l'époque. Là, c'est des tests pour détecter les angines à streptocoque. Voilà. Différents entretiens divers et variés. Donc, le métier est en train d'évoluer. D'évoluer. On C'est bien. évolue avec le métier, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas se baser sur les acquis de la faculté et puis ne pas évoluer. On est obligé de se former en continu Mm. pour suivre un petit peu la tendance. Moi, dès que j'ai été diplômée en 2019, c'était en période Covid, donc évidemment, j'ai dû m'adapter très vite à faire des vaccins, à faire des tests antigéniques, les PCR, ceci, cela. Mais ça, j'étais déjà un petit peu prête parce que je savais que mon métier était en évolution. Donc finalement, c'était une nouvelle mission et puis il faut être prêt quand même à ça. Mm. Ok, super, merci Touba. Et aujourd'hui, tu travailles donc, on est en Suisse là, Oui, donc toi tu travailles en Suisse, oui. on est à Genève. Est-ce que tu as eu une opportunité particulière pour venir sur Genève? Est-ce que tu as travaillé en France avant? Mhm. Parce que du coup, oui, pour remettre un peu de contexte, t'es française, tu as fait tes études en France Mhm. et tu es venue du coup après en Suisse. Qu'est-ce qui t'a donné envie ou voilà, comment t'es arrivée là? Oui. Alors donc oui, en effet, j'ai fait mes études à Grenoble. Et après avoir terminé donc mes études, j'ai travaillé 2 ans à Saint-Étienne.
Et moi, je suis au Savoyard de base, donc j'ai toujours connu, on va dire, le système suisse. Enfin, j'ai baigné un petit peu dans cette ambiance-là. Et j'ai eu une opportunité professionnelle en 2021. Et donc, j'ai décidé de venir en Suisse. J'avais plusieurs choses qui me motivaient. Alors, la première, c'est que j'avais envie de voir une nouvelle façon de pratiquer la pharmacie. Moi, en sixième année, j'ai eu la chance de partir au Canada aussi, de faire un stage de fin d'études au Canada. J'avais adoré, en fait, l'aspect pharma à l'étranger, voir comment les pharmaciens exerçaient à l'étranger. J'avais trouvé ça vraiment chouette. Je m'étais même posé la question de savoir si j'allais m'installer ou non au Canada à l'époque. Et finalement, c'était trop loin de ma famille. Enfin voilà, ça ne s'est pas fait. Mais j'avais aussi cette notion que la Suisse était un petit peu plus développée côté pharma par rapport à la France. Et donc, ça m'a motivée. Je me suis dit que je voulais tenter autre chose. Et le salaire était plus intéressant aussi. Mais je pense que j'aurais gagné même moins bien ma vie en Suisse. Je serais quand même venue pour tenter autre chose, voir comment était le métier de pharmacien en Suisse. Donc voilà, c'était pour découvrir mon métier autrement. Du coup, tu as relevé des différences entre... Parce que du coup, tu as parlé du Canada, c'est aussi hyper intéressant du coup que Oui. tu aies fait un peu de ton parcours du coup universitaire, mais au final en officine au Canada. Est-ce que du coup, entre les trois pays, il y a des vraies différences? Bon, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de points communs, mais quelles sont vraiment les différences? Ma question à la base, je l'avais prévue pour France-Suisse, mais du Oui, coup, franchement, ce serait hyper intéressant aussi oui. par rapport au Canada. Quelles sont les différences? Alors le Canada, ce que j'ai remarqué, en tout cas dans la pharmacie où j'ai eu l'occasion de travailler, c'est que le métier de pharmacien était un peu, comment dire, c'était bien séparé, enfin les missions étaient bien séparées. On avait comme une secrétaire à l'accueil qui prenait l'équivalent de la carte vitale et des mutuelles, qui mettait tout ça à jour dans son système. Elle mettait en fait dans un petit bac les médicaments enfin, des tickets des médicaments que le patient voulait prendre. Ce bac était donné à une préparatrice en pharmacie qui préparait les médicaments et là-bas, tout est conditionné dans des boîtes de 1000. Et en fait, c'était les préparatrices qui les mettaient dans des petites fioles, qui mettaient les étiquettes des médicaments au comprimé prêt. Et le pharmacien vérifiait juste à la fin si c'était le bon médicament et donnait les conseils aux patients. Donc je trouvais ça vraiment chouette que le pharmacien ne fasse pas des tâches un peu annexes qui ont ces tâches en fait qui nous fatiguent tout au long de la journée parce qu'on met à jour les mutuelles, on prépare les médicaments, on va chercher les médicaments derrière. Il se concentrait vraiment sur son cœur de métier, s'assurer que c'est le bon médicament. Il donnait vraiment les bons conseils aux patients et c'était tout. Voilà, donc je trouvais ça vraiment super intéressant. Et le pharmacien là-bas avait une espèce de clé USB magique. Une fois qu'il le mettait dans... C'était vraiment ça, c'était magique. En fait, dès qu'il commençait à lire un peu les données qu'il y avait sur cette clé USB, il avait accès à une base de données sur les analyses biologiques du patient. Il avait vraiment toutes les informations. C'était vraiment incroyable. Et il avait la possibilité d'ajuster les traitements en fonction des valeurs bio. Là-bas, ils avaient un énorme problème de rendez-vous avec les médecins traitants. Les patients, des fois, ne voyaient pas son médecin pendant 2 ans. Et Oui, c'était... j'allais dire en France Ouais, aussi, mais exactement. Mais là-bas, c'était ouais, encore non, là. pire. Et le pharmacien avait vraiment une mission hyper importante. Il analysait en fait les valeurs bio, ajustait les traitements. Il pouvait faire une mesure d'INR. C'est une prise de sang qui permet de savoir si l'anticoagulant est sous-dosé ou surdosé. Et en fait, il arrivait à ajuster, lui dire, bon bah non, il faudra doubler votre prise, il faudra réduire la dose, chose qui ne se fait pas du tout par exemple en France. Et il avait énormément de missions et je trouvais ça très intéressant. Et par rapport à la Suisse, c'était un peu plus hybride, on va dire un peu entre le Canada et la France, où la France, à l'époque, voilà, c'était très bouché, on n'avait pas du tout la possibilité de modifier les ordonnances des médecins. En Suisse, on a un peu plus de souplesse. On a surtout en fait une liste de médicaments appelée B+, où en fait c'est des médicaments qui sont sur prescription médicale, normalement, mais que le pharmacien, suite à un entretien avec le patient, peut quand même délivrer. Donc ça peut être des corticoïdes, ça peut être des médicaments qui sont uniquement sur prescription médicale, quand même assez, qui ont des effets indésirables quand même assez poussés, mais que le pharmacien, s'il estime nécessaire, suite à un entretien, peut quand même délivrer en Suisse. Donc je trouvais ça très intéressant. Ça arrive petit à petit en France, mais la Suisse est un petit peu plus avancée sur cet aspect-là. Donc je trouvais ça quand même très intéressant. Et la Suisse par rapport, au Canada, enfin plutôt le Canada par rapport aux autres pays, les pharmaciens avaient aussi la possibilité de contacter directement les médecins en leur disant: «Écoutez, j'ai détecté une interaction médicamenteuse entre le médicament pour l'estomac du patient et tel médicament. Est-ce que vous seriez d'accord si je l'arrête?» Et le médecin répondait oui, non au mail. Et suite à cette intervention pharmaceutique, le pharmacien pouvait être rémunéré parce qu'il avait fait un acte pharmaceutique intéressant qui était en fait bénéfique pour la santé du patient.
Donc en fait, le métier était vraiment mis en valeur et je trouvais Ouais. ça vraiment Mm. magnifique au Canada. Et je pense que ça va arriver petit à petit en fait en France, en Suisse aussi, parce qu'on a de plus en plus de difficultés en fait avec les rendez-vous en fait avec les médecins malheureusement. Mm. Donc le pharmacien avait vraiment un rôle ultra important et je trouvais ça chouette. Ouais, t'as aimé du coup. Ouais. En fait, est-ce que c'est des trois pays, est-ce que c'est le cadre que t'as le plus aimé, même si évidemment t'aimes ton métier en Suisse, en France, peu Oui. importe. Mais ouais, donc la façon de l'exercer, Mhm. t'as vraiment plu au Canada, quoi. Oui, C'est tout à vraiment fait. quelque C'était chose. génial et c'était court mais intense. J'ai fait uniquement 3 mois. Ok. Mais en 3 mois, j'ai pu faire pas mal de choses. On organisait aussi comme des conférences avec nos patients, avec des professionnels de santé pour faire de la prévention pour les maladies cardiovasculaires, des choses comme ça. Enfin, c'était incroyable. Et justement, j'ai eu cette ouverture d'esprit justement maintenant qui me permet aussi d'essayer de mettre en place des choses dans ma pharmacie actuellement en Suisse. Non, c'était incroyable, vraiment. Je pense que j'aurais pu travailler au Canada. C'est vraiment le pays qui m'a le plus plu par rapport à l'exercice de la profession de pharmacien. Et je pense qu'on tend petit à petit vers ce Mm. modèle-là dans nos pays. Mm. Et puis en plus, du coup, comme tu dis, ça t'a donné des idées. Et ça aussi, je trouve ça super important Ouais. et pertinent de se dire que toute expérience, même si t'as pas continué au Canada, Mhm. en fait, t'as pris des idées là-bas Oui, que même si en vrai, c'est pas dans la façon de faire forcément du pays dans lequel tu travailles, certaines choses, tu peux les appliquer même au sein de ta pharmacie. Tu peux ouais. proposer des idées et tu peux apporter un regard nouveau Mhm. qu'ils avaient peut-être pas ou qu'ils ont peut-être pas le temps de développer. Et toi, avec ton expérience, même de 3 mois, même pendant tes Oui, études, tu peux leur apporter ça, que ce soit en France, en Suisse ou même partout dans le monde. tout à fait. C'était incroyable. Si je pouvais travailler dans d'autres pays, Un mois je par-ci, un mois pense que par-là. ouais, je le ferais. J'ai vraiment adoré ma façon d'exercer au Canada. Et puis, je sais pas si on peut faire mieux que le Canada en termes d'exercice de la profession de pharmacien parce que c'était tellement incroyable. Et même leur salaire aussi suivait, on va dire, dans la logique justement de ces missions très importantes. Les pharmaciens étaient très bien rémunérés. Voilà, c'était très gratifiant, je pense, pour les Ok, pharmaciens sur place. ok. Mm. Et du coup, est-ce que en Suisse, tu as dû refaire une équivalence parce que je sais qu'en fonction des pays, les diplômes n'ont pas forcément toujours la même valeur. Oui. Est-ce que tu as dû refaire une équivalence et idem si demain tu vas exercer au Canada, est-ce que tu devrais refaire une équivalence? Comment ça se passe à ce niveau-là quand tu changes de pays? Alors, au Canada, oui, parce que quand je faisais mon stage, j'avais un pharmacien qui venait d'Égypte, me semble-t-il, et qui était en train de faire une équivalence. Donc, oui, c'était pas tout à fait équivalent. Et en Suisse, pareil, j'ai dû faire une équivalence. Alors, j'aurais pu continuer à travailler sans faire cette équivalence, mais en termes d'évolution de carrière, j'étais assez limitée. Là, j'étais considérée comme, avant cette équivalence, comme pharmacienne sous supervision. Donc, un peu comme un pharmacien non thésé, on va dire, un peu Mm. en France. Mhm. Et je n'avais pas la possibilité, par exemple, d'être gérante titulaire d'une pharmacie. On ne pouvait pas me laisser seule dans une pharmacie plus d'1 jour ou 2 par semaine. Donc, c'est quand même assez handicapant quand on est dans une petite structure et que le pharmacien a envie de partir, par exemple, en vacances. Voilà. Et puis, pareil, après, pour négocier le salaire, c'est un plateau, en fait, si on n'a pas cette équivalence. Donc, j'ai décidé de la faire. Et c'est une formation qui se déroule sur 2 ans, un peu comme une alternance. Donc, je devais travailler à temps plein dans une pharmacie minimum pendant 2 ans. Et à côté, je devais suivre des cours, acquérir un certain nombre de points avant de me présenter à l'examen final, où il y avait une centaine de questions, me semble-t-il, un peu sous forme de QCM. Ça t'a rappelé tes bons Ça souvenirs? m'a rappelé de très bons souvenirs, exactement. Mais c'était des questions assez basiques sur la pharmaco des médicaments, notre pratique vraiment quotidienne. Donc voilà. Et j'ai eu l'examen en Félicitations. novembre, merci. Ah, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps, tout à fait. Et puis voilà, donc maintenant j'ai mon équivalence et je vais pouvoir être un peu plus autonome. Si j'ai envie d'être gérante d'une pharmacie, être gérante. Donc, ouais, c'est des belles choses. Et c'était pas trop compliqué parce que du coup, une fois qu'on prend le rythme du travail, ça peut être compliqué de se dire, ok, bah, je me remets dans les études. En plus, du coup, tu avais ce double. Ouais. Enfin, tu étais en alternance, mais du coup, si tu étais à temps plein. Quand tu dis temps plein, c'est vraiment, tu faisais du 100% comme n'importe quel employé, en fait? Ouais, tout à fait. En fait, quand je dis alternance, je devais juste travailler dans la pharmacie où j'étais. Ouais. Et à côté, tu Euh, avais des cours. et à côté, j'avais des cours. Mais c'était vraiment une formation sur mesure dans le sens où j'avais la possibilité de choisir les cours que je voulais faire. En fait, il y avait une plateforme. Et sur la plateforme, on me disait, voilà, pour acquérir 50 points, il faut que vous nous rédigiez un PDF de 20 analyses d'ordonnance poussées. Et j'avais un pharmacien référent qui validait ou non les TP enfin, ils appelaient ça les TP que je validais sur la plateforme pour ensuite valider mes points.
Voilà. Ou alors, je pouvais faire aussi des cours. Par exemple, j'ai fait une formation vaccination. Parce que même si j'avais la possibilité de vacciner en France, mon certificat de vaccination n'était pas reconnu en Suisse. Donc, je devais refaire une formation en Suisse qui m'a permis d'acquérir 400 points. Voilà. Donc, après, en fonction de ce que je voulais faire, les formations, j'arrivais à acquérir un certain nombre de points. Mais c'était très sur mesure, en fait. Je pouvais vraiment, si j'avais envie, pendant 2 mois, faire des cours à fond et après m'arrêter. Donc, c'était quand même assez sympa. Oui, ça va, Ouais, c'était modulable, quoi. Tu très faisais un peu modulable. comme tu le sentais. Ouais, Ok, exactement. trop chouette. Est-ce que l'ouverture pardon, d'une pharmacie en Suisse, c'est le même système que l'ouverture d'une pharmacie en France? Je sais que c'est une des évolutions possibles pour un Mhm. pharmacien s'il veut avoir sa propre officine en France. Je sais que c'est possible. Mm. Est-ce qu'en Suisse, ça fonctionne de la même façon? Est-ce que tu peux être titulaire d'une pharmacie ou est-ce que c'est un fonctionnement différent? Alors en Suisse, c'est vrai que c'est différent par rapport à la France, où en France, c'est vraiment le pharmacien qui doit ouvrir sa pharmacie, avoir des parts, ou être majoritaire en fait au niveau des parts dans sa pharmacie. En Suisse, le monopole est complètement ouvert, dans le sens où un investisseur, donc ça peut être un banquier par exemple, va décider d'acheter un local et d'en faire une pharmacie. C'est tout à fait possible. Et par contre, il va devoir engager des pharmaciens pour gérer la pharmacie. Donc en fait, le gérant de la pharmacie, qui est donc l'équivalent du titulaire en France, ne va pas être propriétaire de la pharmacie, mais va être uniquement gérant. Donc il n'aura pas du tout de part. Il va être simplement un employé. Ouais, j'allais dire, il est salarié Ouais, du coup en il est fait. salarié, absolument. Ok. Donc forcément, il va avoir un salaire plus intéressant qu'un pharmacien adjoint parce qu'il va être responsable de la pharmacie, mais il n'est pas obligé en Suisse qu'un pharmacien soit le propriétaire de la pharmacie. C'est d'ailleurs très rare, à ma connaissance, qu'un pharmacien soit ouais, responsable, enfin propriétaire De des sa murs. propre Ouais, pharmacie. Ok. exactement. Et est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresserait pour la suite, que ce soit en France ou en Suisse? Est-ce que c'est une évolution qui t'intéresserait ou c'est pas forcément... Alors en ou tu t'es pas France, posé la question? c'est vrai que ça ne m'intéressait pas tant que ça. Après, bon, bah, j'étais un peu plus jeune à la sortie des études, je voulais pas forcément être titulaire ou quoi que ce soit. Mais pourquoi pas en réalité. Et puis maintenant que je sais par exemple qu'en Suisse, avec mon équivalent, j'ai la possibilité d'être gérante d'une pharmacie sans forcément m'endetter sur 25 ans parce que j'aurais fait un crédit à 3 millions. C'est beaucoup plus souple en fait en Suisse. Donc pourquoi pas être gérante d'une officine, peut-être en Suisse pour commencer. Et après, pourquoi pas en France. Mais avant, j'étais complètement fermée à l'idée. Mais maintenant, c'est vrai que pourquoi pas? Pourquoi pas en Suisse? Surtout que maintenant, mon diplôme actuellement me permet d'être gérante d'une pharmacie. Donc, why not? En plus, ça peut te permettre justement de, tu sais, bah, avec ce qu'on disait, tout ce que tu vois de cool, enfin, Oui, qui te donne envie, qui te motive encore plus que tu vois dans d'autres c'est pays ça. ou que du coup tu peux appliquer plus, bah, forcément quand tu es gérant ou que c'est ta pharmacie, Mhm. que plutôt que quand tu es salarié. Oui, tout à fait. Mais non, franchement, trop chouette. Ok. Alors, maintenant, j'aimerais passer sur un spectre un peu différent que sur le spectre purement métier, plutôt sur le spectre du coup de l'ambition. Bah, là, je viens d'aborder la question avec est-ce que ce serait intéressant, enfin, est-ce que ça te plairait d'ouvrir ta propre pharmacie? Et je voulais te poser la question, quand tu entends le mot ambition, à quoi ça te fait penser et est-ce que c'est un mot qui te fait écho? Comment tu, quelle puissance tu donnes à ce mot ambition dans ta vie? Alors moi, c'est vrai que dès le début de mes études, quand j'ai décidé de faire des études de pharma, j'avais toujours ce terme ambition en tête pour essayer de devenir entre guillemets, la meilleure version de moi-même, la meilleure pharmacienne que je pouvais devenir. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup voilà, voir autre chose, mon métier dans d'autres pays pour essayer d'évoluer un maximum. C'est pour ça aussi que voilà, en très peu de temps aussi, j'ai fait plus de 20 pharmacies pendant mes études, entre mes stages, le travail que je faisais aussi en été, pour essayer de voir un maximum de modes de fonctionnement, pour essayer ensuite de trouver vraiment la pharmacie qui allait me plaire, où j'allais pouvoir vraiment évoluer correctement. Donc je me suis vraiment jamais fermé aucune porte. Au contraire, j'ai bossé dans énormément de pharmacies pour essayer d'être vraiment dans la structure qui allait me plaire. Et là, quand je parle d'ambition, bah voilà, on en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que maintenant, je me projette un petit peu plus. J'aimerais être gérante d'une pharmacie et toujours être, voilà, toujours mener mon métier le plus loin possible pour essayer d'être, pour moi, la meilleure pharmacienne que je puisse devenir en Ouais, fait. ouais.
Ouais, c'est Ouais. quelque chose qui est important pour toi. Enfin, c'est important pour ton épanouissement, Ouais, quoi. tout à fait. Surtout que dans nos métiers, c'est très redondant et très, ouais, ça finalement, en fait, on revient toujours avec les mêmes patients parce que généralement, avant, quand j'étais en fac de pharmacie, je m'étais dit: «Bon, bah, voilà, je vais avoir tous les jours des clients, des patients différents. Ça va être toujours quelque chose de nouveau, je ne vais jamais m'ennuyer». Mais en fait, je me suis vite rendu compte aussi que c'était toujours, bah, les patients du quartier qui venaient toujours dans la même pharmacie et qu'au bout d'un moment, bah, on se retrouvait avec, les mêmes dossiers. Mon patient, des fois, je le voyais arriver, je savais exactement ce que j'allais lui donner, donc voilà. Et là, le fait de voir d'autres systèmes, de ne me fermer aucune porte, de changer de pays, en fait, ça m'a permis vraiment de garder ma motivation aussi en tant que pharmacienne. Parce que je pense que je me serais peut-être ennuyée si j'étais restée dans la même pharmacie, dans le même pays. Voilà. Donc, ouais, le fait d'avoir des projets comme ça, des projets de partir dans d'autres pays, changer de pharmacie, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de rester motivée et d'aimer mon métier. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça Ouais, sent que t'aimes ton métier, c'est ouais, trop cool. Je trouve ça j'adore ça, vraiment. ouais. Je trouve ça, en vrai, je trouve ça trop chouette parce que je pense que c'est peu. On voit vraiment le travail. Alors oui, de toute façon, on doit tous travailler pour gagner de l'argent, Ouais, mais autant justement que ce soit fun, enfin même si on n'est pas tous les jours en mode wouhou, ouais, je suis trop contente d'aller travailler. Ça arrive où il y a des jours où on est un peu moins en forme, on aimerait bien rester à la maison, oui. mais que dans l'ensemble, franchement, on est un métier qui nous plaise. Je pense que c'est essentiel. Enfin, c'est pas l'ambition n'est pas forcément essentielle à l'épanouissement. Tu me diras ce que tu en penses. Oui, Je je suis pense qu'il d'accord y avec a toi. certaines personnes qui préfèrent avoir un travail tranquille. Et je pense que ça revient beaucoup à la mode. J'ai vu ça un petit peu même sur les réseaux sociaux, surtout aux Ouais. États-Unis. Mmh. Ils appellent ça je sais, the boring job, je crois. Ouais, je l'ai vu ce matin. Ouais, Et en fait, je trouve ça aussi hyper intéressant de voir qu'il y a des personnes qui s'épanouissent comme ça. Et c'est même ouais, pas qu'elles n'ont pas d'ambition, c'est que leur ambition à elles, c'est de travailler, d'avoir tel salaire, par exemple. Pour tout à avoir fait. tel salaire, elles font leurs 9h, 17h, peut-être 3, 4, 5 fois par semaine en fonction Mmh. de leurs besoins. Et ça leur convient hyper bien. Et c'est ce qui permet de les épanouir. Mais dans un travail dont ils aiment quand même l'émission. Et du coup, je trouve ça aussi cool de voir que tu peux avoir un job, enfin un job, c'est même pas un job, c'est vraiment un métier, limite une vocation, qui te fasse vraiment vibrer en fait Mmh. au quotidien, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi et je trouve que c'est un peu paradoxal, mais j'ai eu besoin de quitter, changer tout le temps, de pharmacie, non pas parce que je m'ennuyais, mais parce que justement je voulais encore plus m'épanouir, encore plus découvrir mon métier autrement, que voilà, j'ai changé, sans arrêt de pharmacie au début. Et c'est vrai que, après chacun, vit, on va dire, sa profession de manière différente. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'être en CDI immédiatement, d'acheter leur appartement, leur maison, pour être épanouies. C'est leur ambition, c'est leur «seule ambition» entre guillemets et ça leur convient très bien. Mais moi, j'avais besoin de ce changement pour, encore plus apprécier mon métier. Mm. Et est-ce que, ça on pourra le couper si jamais t'as pas envie d'en parler, mais est-ce que t'as eu des mauvaises expériences Mmh. qui t'ont fait te dire, parce que je pense que ça aussi, ça peut être hyper pertinent dans une carrière, Oui, je pense qu'on n'a pas toujours des expériences qui sont toujours au top, et justement qui te permettent de dire, ok, bah ça j'en veux pas dans ma carrière, dans ma vie tout court. Donc je sais que c'est quelque chose que j'élimine, et limite c'est hyper puissant parce qu'on se dit qu'on sait ce qu'on veut pas et ça nous laisse l'opportunité un peu plus grande de là où on veut aller oui. sans que ça nous déplaise. Et est-ce que toi, tu as eu à faire face à une situation compliquée qui t'a fait te dire, ok, non, ça, vraiment, je veux pas de ça dans ma carrière et je change pour autre chose. Oui, bah, tout à fait. Justement, dans les peut-être 20 pharmacies que j'ai fait, j'ai eu 2 expériences où ça s'est très, très mal passé. Mais justement, peut-être que si j'avais commencé uniquement par cette pharmacie-là et que je n'avais pas envie de changer pour la sécurité, le CDI, bah, toute ma vie, je me serais dit: «Bon, bah, c'est peut-être comme ça partout, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, donc je vais rester dans un environnement très toxique». Alors que non, moi, j'ai toujours eu à l'esprit le fait que, eh bien, ça pouvait être, différent ailleurs et c'est pour ça aussi que j'ai changé beaucoup de pharmacies pour voir différents modes de fonctionnement et me dire: «Bah, non, en fait, ça se passe peut-être mieux ailleurs» et moi, j'ai beaucoup de retours, en fait, de personnes qui me contactent en me disant: «Écoute, je me sens pas bien là où je suis. Qu'est-ce que je dois faire à ton avis?» Mais juste changer de pharmacie, pas avoir peur du changement et au contraire, en fait, c'est ça qui nous maintient un peu en haleine et qui nous permet, vraiment de voir autre chose et de trouver vraiment la bonne, pharmacie, le bon endroit qui va nous convenir. Donc oui, des expériences, chaotiques, il y en a partout. Mm. Après, il faut pas avoir peur du changement. Moi, je pense que c'est le plus important
Et on a la chance, en tout cas dans ma profession, de pouvoir trouver du travail très facilement et tout le temps. Et moi, j'avais conscience de ça aussi. Donc, dès que ça se passait mal, ok, bon, bah, j'avais la boule au ventre, ça se passait mal pendant 15 jours. Et bah, c'est pas grave, je décide de partir. Et à chaque fois, ça ne loupait jamais. Je trouvais du travail une semaine après parce que on a la chance d'avoir énormément de travail dans mon secteur. Donc, n'ayez pas peur, surtout dans le domaine médical et de manière générale. Ne vous obligez pas à rester dans un endroit qui ne vous plaît pas. Mm. C'est super important. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, quel est... donc aujourd'hui, tu es dans une pharmacie, je pense, du coup, dans laquelle tu es épanouie. Oui. Et quel est ton rythme de travail en termes soit horaire, mais même voilà, quotidien c'est quoi ton rythme sur une semaine de travail Alors, au début, je travaillais à 100%, donc c'était un équivalent 42 heures en Suisse. Donc c'est vrai que c'était quand même assez intense pour moi, sachant que je suis frontalière, donc il y avait les trajets aussi à prendre en compte à côté. Et c'est vrai que bah, je trouvais que mon équilibre vie pro-perso était un petit peu déstabilisé. Donc ensuite, j'ai décidé de diminuer à 32 heures. Donc je travaille maintenant 4 jours sur 7. Et je trouve que là, c'est un bon équilibre. Et j'ai réussi aussi à condenser mes 4 jours à la suite pour avoir ensuite 3 jours off où vraiment j'ai la possibilité, des fois, soit de voyager, partir un petit peu, ou alors de faire d'autres projets annexes. Donc je trouve que c'est important aussi de trouver cet équilibre qui nous convient. Je voulais pas rester à 100% pour rester à 100%. Mm. Et voilà, donc maintenant, non, j'ai un bon équilibre. Je travaille essentiellement les après-midi aussi. Ah, c'est chouette. Donc c'est Ouais. chouette. Le matin, je peux faire autre chose et j'ai 3 jours pour faire autre chose aussi dans la Mm. semaine. Donc ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool parce que justement, quand tu as cette possibilité, et je pense que ça, du coup, tu l'as en justement changeant. Quand tu as changé, ça ne va pas, tu changes de C'est ça. pharmacie. En plus, tu sais que tu as beaucoup d'opportunités dans ton métier, dans le sens où, voilà, des Mhm. pharmacies, c'est vrai que ce soit dans les grandes villes, même dans les villages, dans les villes, enfin, il y a beaucoup de Toujours. pharmacies. Oui. Donc, je pense que vous avez pas peur de pas avoir d'emploi. Et du coup, le fait de changer comme ça, c'est vrai que ça te permet de trouver la pharmacie, le patron ou la patronne qui te Oui. permet d'avoir cet équilibre-là. Mhm. Et donc aujourd'hui, en fait, est-ce que tu es épanouie dans ta vie professionnelle? Ah oui, vraiment, et je suis ravie. Donc je me dis heureusement que j'ai changé autant de pharmacie pour au final maintenant trouver la bonne et celle qui me convient le plus. Après, tout est question de négociation. Il faut aussi que forcément le titulaire soit arrangeant. Voilà, tout se négocie à mon avis. Ouais. Et après, il faut savoir ce qui est important pour nous. Moi, voilà, même quand je travaillais en France, j'avais eu des entretiens avec mes titulaires pour leur dire, écoutez, moi j'adore voyager. Est-ce que vous pensez qu'une fois dans le mois, je pourrais condenser quelques jours de congé à la suite, 4 jours pour pouvoir voyager. Puis on a réussi à trouver un arrangement, donc je n'étais pas frustrée. J'ai réussi à discuter avec lui. Et cette année-là, je crois qu'en un an, j'avais fait 12 pays parce que du coup, je m'étais C'est trop je bien. m'étais motivée. Et puis, je pense que voilà, il faut pas avoir peur aussi d'essayer de négocier un petit peu ses horaires. Mm. Voilà, et puis les temps changent maintenant. C'est vrai qu'il y a 50 ans, la relation qu'on avait au travail était peut-être un peu différente. Alors que maintenant, on a envie d'autre chose. Nos envies évoluent. Mm. La Gen Z évolue. Non, mais c'est clair. Et en plus, je pense que, bah, aujourd'hui, alors pas tous les managers, pas tous les patrons, etc., mais la plupart savent que, bah, en fait, ça fait partie de notre équilibre. Ouais. Et justement, ne pas hésiter à demander. Ça fera aussi, j'aimerais bien faire un épisode justement autour de ce sujet-là, de pas hésiter à se manifester auprès de son manager, peu importe les domaines, peu importe le métier, Oui. mais pour tout en fait, comme tu dis exactement, ça peut être OK pour négocier un salaire, ça c'est une chose déjà, parce que si on ne demande pas, bah, c'est sûr que On de n'aura pas. eux-mêmes, voilà, ils vont pas nous augmenter. Mais pas que. Justement, quand on a ces choses-là d'équilibre vie pro, vie perso, comme tu as fait, je trouve ça hyper intéressant. Mm. Donc, n'hésitez pas à vous manifester auprès de vos managers et de leur dire, voilà, bah, comme tu as fait, franchement, moi, j'ai un voyage qui me tient vraiment à cœur. Euh, Par contre, bah, voilà, ça me demanderait 3 semaines. J'ai que 2 semaines. Est-ce que je peux prendre une semaine de sans solde ou est-ce qu'on peut s'arranger pour que je fasse un peu d'heures sup quand je revienne? Franchement, n'hésitez pas. Mm. Euh, Oui, je suis d'accord avec toi. N'hésitez pas à demander à vous manifester. Parce que plus on sera bien dans notre vie perso, bah après, je pense que le titulaire, enfin le patron, sait aussi qu'on sera bien aussi Mm, après sur le côté pro. Donc il a tout intérêt aussi mm, à ce que vous sentiez bien au travail. mm, mm. Ouais. Et ouais, ça, je pense, ça évolue. Et si vous êtes dans une boîte ou dans une pharmacie, peu importe le métier que vous faites, je pense que si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas quelqu'un au-dessus de vous qui va être un peu
qui va aller dans votre sens, pas que, hein, parce qu'un manager peut Mmh. nous dire non, il faut aussi savoir l'accepter quand c'est Oui. le cas. Mais si vous êtes vraiment dans une ambiance un peu, enfin, pas forcément toxique, mais où tout vous est refusé, etc., n'hésitez pas à demander et sinon, ben, soit à partir, soit à partir. Je pense que oui, c'est la meilleure Si vous avez la solution. possibilité. Ok, et du coup, Touba, je sais que tu es sur les réseaux sociaux aussi. Oui. Donc, je vous mettrai le lien des comptes de Touba en barre de description du podcast. Euh, Aujourd'hui, quelle place ont les réseaux sociaux dans ta vie? Comment est-ce que tu t'es lancée? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait te dire, ok, bah, je vais me lancer en parallèle? Est-ce que tu parles de pharmacie ou est-ce que tu parles d'autre chose? Voilà. Dis-moi. Alors moi, oui, je me suis donc lancée sur les réseaux sociaux en 2019, c'était période Covid, et je me suis initialement lancée sur les réseaux, sur TikTok. Donc j'étais un peu comme tout le monde à l'époque, je scrollais énormément sur les réseaux sociaux, et j'ai vu sur TikTok qu'il y avait beaucoup de professionnels de santé qui commençaient à prendre la parole, des médecins, des dentistes qui parlaient un peu de leur parcours professionnel. Et je voyais que ça intéressait beaucoup les jeunes qui se posaient beaucoup de questions. Et je me suis dit, bon, bah, je vois pas forcément de profil pharma sur TikTok parler de ça. Donc ça m'a donné aussi confiance en moi quelque part parce que je me dis avec du recul que si j'avais vu beaucoup de pharmaciens déjà peut-être faire des vidéos sur TikTok, j'aurais peut-être pas eu le courage de me lancer, je me serais pas sentie vraiment légitime. Et là, en fait, je voyais pas du tout de profil pharma et je me suis dit, bah, allez go, je vais faire une vidéo où moi aussi je parle de mes études parce que j'adore ça. Et j'aimerais que les gens prennent conscience que le métier de pharmacien, voilà, c'est quand même des études assez longues parce que beaucoup de personnes se rendent pas compte, je pense, Mm. aussi de notre Ouais. métier. Et je voulais faire un petit peu évoluer les choses à mon échelle et je voulais que mon métier soit reconnu. Et donc, j'ai commencé à faire une vidéo où je parlais de mes études et ça a pris tout de suite. Je crois que la vidéo, l'une des premières vidéos que j'ai faites à ce sujet fait 200 000 vues. Il y avait des centaines de commentaires en dessous et je me suis dit waouh, mais ça intéresse énormément de monde. Et je voyais beaucoup de lycéens me poser des questions, des gens encore au collège sur le métier de pharmacien. Et je me suis dit ok, bah faut que je leur réponde. Et je répondais en fait aux commentaires en vidéo. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'avais fait des centaines de vidéos à ce sujet-là. Et en fait, ça a pris comme ça. Donc, j'ai commencé avec une vidéo sur mes études et c'est parti. Donc, au début, évidemment, je parlais plus des études de pharma parce que j'étais pas thésée à l'époque. Donc, je venais de terminer mes études de pharma, mais j'étais en cours de rédaction de thèse. Donc, j'étais pas diplômée, je parlais beaucoup d'études. Et peu à peu après, donc j'ai eu ma thèse, j'ai parlé de l'obtention de la thèse. J'ai commencé à donner des conseils en pharmacie parce que je commençais à exercer en pharmacie. Donc, mes vidéos ont aussi évolué un petit peu avec le temps. Donc, je suis restée comme ça quelques années sur TikTok avant de me lancer ensuite sur Instagram. Et depuis peu, maintenant, j'essaie de me lancer un petit peu sur YouTube où j'ai envie de faire des vidéos un peu plus longues parce que c'est vrai que là, ça fait 5 ans que je propose des formats assez courts où je donne des conseils cosmétiques, des conseils pharma, enfin des conseils de tout genre sur mon métier. C'est essentiellement tourné autour de mon métier, voire quasi exclusivement. Et maintenant, je veux faire du contenu un peu différent, peut-être un peu plus long sur YouTube, où je parle justement, voilà, par exemple, d'une journée type à la pharmacie où je vlogue un peu ma Mm. journée. Ouais, c'est cool aussi à voir parce qu'on se Ouais, rend pas compte en fait quand on n'est pas dans ce. tout à fait. Et j'aimerais voilà, proposer maintenant du format un peu plus long parce que j'ai l'impression un peu d'avoir fait le tour des formats un petit peu courts. Mm. Parce que j'essaie de poster un peu tous les jours, donc je poste un peu tous les jours depuis 5 ans. Donc j'ai fait un peu le tour. Mais voilà, donc je pense que voilà, ce qui m'a motivée au début, c'est vraiment les questions que j'ai eues, l'intérêt que j'ai eu sur mon parcours, le métier de pharmacien. Et puis voilà, donc après c'était parti en 2019 et je ne me suis jamais arrêtée depuis. C'est trop chouette. Et Mmh. est-ce que tu as eu des opportunités euh, que tu n'aurais pas eues et qui ont pu se dérouler hors réseaux sociaux, mais qui sont venues avec les réseaux sociaux? Ouais, tout à fait. Alors justement, j'ai écrit, un livre, Une année avec ma pharmacienne. Donc c'est 1 an de conseils au comptoir que j'ai rédigé sous forme de chapitres, donc en fonction de, alors mes chapitres, c'est plutôt les saisons de l'année, puis tous les mois de l'année et les pathologies que l'on peut rencontrer en fonction des mois de l'année. Ok. Donc c'est un chouette, concept que j'ai pu réaliser avec, ma maison d'édition. Et en fait, j'ai conscience que voilà, si j'étais pas présente sur les réseaux sociaux, je pense pas que ma maison d'édition m'aurait peut-être, contactée. C'est eux du coup qui t'ont Ouais, démarché? tout à fait. Ouais, c'est trop chouette. Donc moi, j'avais, voilà, vaguement cette idée d'écrire un livre un jour, mais heu, comment Sur faire? Comment me quoi? lancer exactement? Donc et pourquoi moi? Est-ce qu'on va me prendre au sérieux? Et en fait, c'est ma maison d'édition qui est venue, me contacter et j'étais, vraiment honorée et je me suis dit: «Bon, bah, OK». Et c'est clairement parce que je pense que j'ai une visibilité sur les réseaux sociaux aussi, voilà, qu'ils m'ont contactée. Et donc ça a été, on va dire, la plus belle opportunité que j'ai eue.
grâce au réseau. Après, évidemment, j'ai eu la possibilité de faire quelques collaborations avec des marques que j'apprécie énormément. J'ai pu faire des voyages presse, voilà, partir aux États-Unis avec des Oh marques. non, incroyable! Ouais, Ah, donc c'est ça, trop chouette. c'est des belles choses aussi que je Ouais. n'aurais pas pu vivre Mmh. sans les réseaux. Donc ouais, c'est chouette. Mais je reste sur le fait que vraiment la rédaction de mon livre, c'est mon plus beau Ouais, projet. c'est ton Mm, ouais. Ouais, grâce au parce réseau. que c'est quand même quelque chose qui demande, vraiment du travail, profond. Enfin, non pas que les réseaux Ouais, sociaux, de faire une vidéo, c'est pas profond, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça demande un vrai travail, puis c'est tout nouveau. Je pense qu'aussi écrire un livre, c'est oui, ben, voilà, tu as fait des études de pharma, tout à fait. tu sais pas comment fonctionne le monde de l'édition, Exactement. et du coup, tu as découvert tout un autre monde, en fait, Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que bon, bah, j'ai eu la chance aussi que ma maison d'édition m'ait fait confiance par rapport à la rédaction de mon livre. Ils n'ont pas vraiment restructuré ma façon d'écrire. Nous, à la fac, ce qu'on faisait, c'était des espèces de fiches conseils patients, où en fait, c'était une feuille A4, double généralement, recto verso, où au tout début, on mettait la définition, les règles hygiéno-diététiques, les symptômes, les conseils, on va dire, médicamenteux, les conseils ensuite en médecine naturelle, cosmétique éventuellement, si c'était des problèmes de peau, par exemple. Et donc, mon livre, je l'ai fait un petit peu sur ce modèle-là, finalement, que j'avais appris à la fac, un petit peu sous forme de fiches un peu conseils synthétiques de chaque pathologie. Et ça a plu à ma maison d'édition et voilà. Finalement, j'ai pas eu trop de difficultés finalement à écrire, mon livre parce que c'était déjà quelque chose que je connaissais, que j'avais déjà fait à la fac. Donc ouais, c'était chouette. ah, c'est C'était trop un beau bien. projet. Mmh mh. Et quelle place du coup aujourd'hui ont parce que ça prend du temps, Oui, du coup tous ces projets-là, enfin écrire un livre, je pense que tu le fais pas en 2 semaines. Il y a des gens, c'est leur métier. oui. Comment est-ce que tu arrives à gérer du coup donc tu nous as dit que tu es passée à 80. Oui. Comment tu arrives à gérer, les réseaux sociaux et tout ce que ça engendre, du coup, Mmh. l'écriture d'un livre, des voyages presse, toutes les opportunités que tu peux avoir et ton métier enfin, ton métier de pharmacienne que tu exerces quand même à 80. Ça fait, bah, 32 heures par semaine, ça reste Ouais. important. Comment tu arrives à gérer, ces 2 aspects-là? Alors j'ai la chance justement d'être dans une pharmacie où ma gérante est incroyable. Donc dès que j'ai une demande de la part d'une marque ou quoi que ce soit, je lui explique tout de suite que voilà, j'ai telle opportunité avec telle marque. Donc généralement, je fais beaucoup d'heures sup aussi, donc j'ai beaucoup de jours à rattraper ensuite sur l'année. Donc j'arrive à poser des jours sans forcément que cela impacte mes congés ou quoi que ce soit. Donc déjà, voilà, ma responsable, tellement cool. Donc ça, vraiment, je suis hyper reconnaissante et ça, c'est chouette. Et à côté, oui, comme je l'expliquais, j'ai diminué un petit peu mon temps de travail pour pouvoir me consacrer un petit peu plus aux réseaux sociaux. Parce qu'il y a une période où je travaillais à 100%, j'avais l'écriture de mon livre, plus les réseaux sociaux. Enfin, vraiment, j'étais en pré-burnout, je pense, et je me suis vite rendu compte de ce problème-là. Je commençais à avoir des douleurs insupportables à l'estomac. Je commençais, je pense, à faire un ulcère de stress. Et j'ai pu voir un peu, on va dire, les signes. Et je me suis dit, non, là, il faut que je diminue mon temps de travail, que je lève un peu le pied. Mmh. Et voilà. Et à côté, c'est quand même les réseaux sociaux. Bah, au début, c'est vrai que je le voyais pas comme un travail parce que pour moi, scroller sur TikTok, bah, je faisais déjà ça un peu tout le temps. Mais finalement, quand je faisais des vidéos, au début sur TikTok, c'était des vidéos, on va dire, un peu réaction, réponse aux questions, où j'avais pas forcément besoin de faire du montage, voilà. Mais une fois que je suis passée sur Instagram, j'ai voulu faire des formats, on va dire, un peu plus sympas, montage avec des voix off, des choses comme ça. Et là, ça a commencé à prendre de plus en plus Le temps. de temps. Et donc là, justement, j'aimerais bien trouver peut-être quelqu'un pour m'aider sur mes montages ou des choses comme ça pour essayer de me libérer un peu plus de temps. Mais j'arrive à mieux gérer mon temps, voilà. Le soir, dès que j'arrive, voilà, je me dis, allez, je vais passer 1 heure à faire peut-être un peu de montage, mais après j'arrête. Ou maintenant, j'ai un jour supplémentaire dans la semaine où je ne travaille pas. J'essaie de condenser justement mes rendez-vous, mes visios, et puis les montages, me filmer à ce moment-là. J'essaie vraiment de trouver des créneaux. Alors qu'avant, il n'y avait pas vraiment de filtre entre je rentrais le soir et ben, je pouvais filmer du contenu, mais à la fin, j'étais juste fatiguée en fait. Et maintenant, non, j'arrive à me dire, ok, bah, je filmerai que les lundis et je ferai mes montages le week-end. Et puis voilà, Ouais, tu as trouvé ta petite organisation, c'est ça. comme ça. Mais c'est pas facile au début Ouais. parce que les réseaux commencent à prendre de la place, mais on se rend pas forcément compte et on voit pas ça comme un travail au début. Mais maintenant, ça me prend peut-être, je sais pas, 15 heures par semaine et Mmh. Mmh. c'est Ouais, énorme. c'est beaucoup, hein. Ouais, Ouais, c'est beaucoup. tout à fait. Et est-ce que tu pourrais vivre, financièrement, de tes réseaux sociaux? Mhm. Et si oui, pourquoi même est-ce que tu diminues pas du coup encore plus ton temps de travail ou que tu te dis pas enfin, ou est-ce que tu te dis justement: «Bah, j'aimerais me lancer, Mhm. complètement dedans Oui. si jamais, bah, si jamais ça fonctionne pour moi, en fait?» Mm. Peut-être que
Est-ce que tu te le dis? C'est un projet que tu as en tête ou pas? Alors là, en toute franchise, oui, je pourrais vivre de mes réseaux sociaux, parce que j'ai la chance quand même de pouvoir faire des collaborations qui me permettraient quand même de vivre. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup mon métier à côté et je ne me vois vraiment pas, arrêter de travailler pour, me consacrer à 100 aux réseaux sociaux. Même si je me dis, voilà, que si je faisais que ça, je pourrais peut-être avoir encore plus d'opportunités, peut-être, financièrement être encore même, beaucoup plus, confortable avec les réseaux, mais ça ne m'intéresse pas et moi je veux vraiment faire une carrière en pharmacie. J'ai fait quand même 6 ans d'études pour ça et C'est puis, clair. si c'est pour arrêter au bout de 2 ans, enfin, je sais qu'il y a des personnes qui le font et puis je respecte tout à fait leur point de vue, mais moi je pourrais pas arrêter. Ce que je pourrais faire en revanche, c'est voilà, peut-être diminuer encore mon temps de travail pour essayer de faire, peut-être un peu les réseaux à côté, mais j'aimerais toujours garder, un pied en Mmh. officine parce que c'est ce qui m'anime. C'est ce pourquoi aussi j'ai fait des études aussi longues. Après, peut-être que dans 2 ans, j'aurais complètement changé, d'avis. Si par exemple, j'ai des enfants plus tard et que finalement, si par exemple les réseaux me permettent de vivre confortablement et que je peux passer plus de temps avec mes enfants à l'avenir, pourquoi pas? Après, tout dépend aussi de comment ça se passe au travail. Enfin, Mmh. on n'est jamais sûr de rien. Mais pour l'instant, en tout cas, je ne me vois pas arrêter l'officine. Ouais, non. C'est OK, d'accord, super. Hem et quels sont est-ce que tu as des projets, en tête? S'il y en a que tu as envie de partager, même si c'est pas forcément sûr, mais est-ce que tu as, voilà, des pro que ce soit au niveau réseaux sociaux, bon, bah, du coup, officine, on en a un petit peu parlé a Mmh. avant, mais est-ce que du coup, tu arrives à toujours, trouver, ce petit truc qui te motive, tu vois, qui te dit: «OK, ah, bah, j'ai telle idée, j'aimerais aller, encore un peu plus loin sur ce sujet», est-ce que tu as des projets en cours? Mmh. Alors justement, bah, YouTube, j'aimerais bien développer un peu Mmh, plus ma page YouTube, et proposer donc des formats un peu plus longs. Mais pour ça, j'ai conscience que il me faut un monteur ouais. pour, voilà, parce que YouTube, 20 minutes de vidéo à éditer, c'est pas comme une, petite vidéo, TikTok de 15 secondes où là, non, il me faudrait peut-être un monteur. Mais ça, c'est un projet qui me tient quand même, à cœur. Et après, c'est un peu, on va dire, ma communauté qui me donne aussi des idées, qui vont m'envoyer des messages pour me dire: «Bon, bah, voilà, est-ce que tu pourrais nous parler, je sais pas moi, de l'endométriose, de tel sujet?» Et puis, en fait, après, ça me donne aussi des idées à côté pour, créer du contenu. Et après, pourquoi pas, rédiger comme, des e-books, un petit peu, comme mon livre, Mmh. sur d'autres thématiques, peut-être la pédiatrie, les personnes âgées, je ne sais pas, enfin quelque chose un petit peu différent, toujours un peu, dans l'écriture. Et puis voilà, après il y a toujours beaucoup de choses, à faire, même pourquoi pas des masterclass, Ouais. des conférences, enfin voilà. J'ai beaucoup de projets en tête, mais après c'est comment, concilier un petit peu ma vie pro, perso, les Mmh. réseaux, Mmh. Ouais, parce que ça se c'est fond pas un petit évident. peu, du coup, la partie réseau Ouais, peut-être se fond un peu entre ta vie pro, officine et ta vie, perso. c'est ça, exactement. Donc voilà, je pense qu'il faut que je puisse, m'entourer peut-être, d'une petite équipe pour, me soutenir un petit peu dans tout ça. Parce que pour l'instant, j'ai conscience que je ne suis pas capable, de faire tout ça toute seule. Donc, voilà, je vais essayer d'y réfléchir un peu plus sérieusement cette année. OK, trop chouette. Non, franchement, c'est vraiment, et puis ça montre qu'en fait, on peut avoir un métier et faire, autre chose à Mmh. côté. Comme j'avais interviewé, une photographe qui pareil, bah, elle avait sa son entreprise de photos et à côté elle était, salariée. Mmh. Et en fait, elle trouvait aussi son équilibre comme ça. C'est quelque chose qu'elle fera sûrement évoluer par la suite quand son entreprise, grandira. Mais elle a quand même, elle s'est lancée quand elle était salariée et du coup, je pense qu'on peut avoir, des projets comme ça. C'est hyper cool quand on en a envie, d'avoir, un petit projet à côté de son travail. Et ça peut des fois même, je sais pas ce que tu en penses, mais tu sais, équilibrer, le côté travail justement, Oui, tu un peu plus pas un peu plus de sens, mais tu vois, toi, le fait d'être à l'officine au quotidien, te donne aussi des idées, je pense, pour ton contenu et le fait d'avoir ton contenu, du coup, ce côté un peu créatif que tu as peut-être un peu moins à l'officine, ben, fait que, ça équilibre vraiment et quand tu es à l'officine, en fait, tu es contente aussi, d'être oui. là-bas. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et puis moi, bah, typiquement, je vais vivre une situation à la pharmacie qui va me donner ensuite des idées de contenu ou des fois, j'aime bien faire des story time de ce que j'ai vécu à la pharmacie. Des fois, quand un patient me pose des questions pour, voilà, éduquer un petit peu aussi sur certains sujets, que je trouve, voilà, assez intéressants à partager. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et puis, la créativité aussi ça s'entretient donc non, non, je suis d'accord avec toi et puis, bah, ça me motive aussi à aller au travail, de me dire: «Bon, bah, voilà, aujourd'hui, je vais peut-être vivre des situations qui vont aussi me donner, des idées de contenu plus Grave. tard». Donc ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, ouais. Et est-ce que tu as développé des compétences
en étant du coup avec ce projet à côté, bah, du coup que tu as depuis un moment maintenant, Oui. est-ce que tu as développé des compétences qui peuvent te servir ou pas dans ton travail, mais est-ce que tu as développé des compétences à côté que tu n'aurais pas forcément développées si tu étais resté, si tu n'avais pas développé ces projets à côté? Sur les réseaux sociaux, donc Ouais, c'est ça, oui, hein? c'est ça. Alors, je pense que oui, j'ai pris confiance en moi aussi, le fait de parler face cam, maintenant j'arrive, voilà, à être beaucoup plus à l'aise à l'oral, j'arrive à faire des conférences, alors qu'avant j'étais extrêmement timide et puis même quand je faisais mes toutes premières vidéos sur les réseaux sociaux, je devais recommencer 15 fois parce que je trouvais pas que c'était assez bien, je parlais à voix basse parce que voilà, je me sentais pas vraiment légitime. Donc oui, ça m'a permis de prendre confiance en moi et aussi dans ma vie de tous les jours à la pharmacie. Maintenant, j'ai aussi confiance en moi lorsque je discute avec mes patients et le fait aussi de faire des recherches pour mes vidéos sur une thématique, je dis n'importe quoi, le magnésium, admettons. Et bah, lorsque je conseille du magnésium à la pharmacie, et bah, j'ai fait peut-être 4 heures de recherche pour une vidéo la veille. Donc ça me permet aussi de me tenir à jour sur certains sujets. Je fais pas, on va dire, sur les réseaux du contenu qui n'a rien à voir avec mon métier. Donc forcément, en fait, ça me permet de me former en continu sur certains sujets. Me dis, par exemple, si j'étais uniquement en officine et que j'avais pas les réseaux, peut-être qu'un soir, un lundi soir, je ne me motiverais pas à faire 4 heures de recherche sur le magnésium. Effectivement. Voilà, donc alors que là, pour une vidéo, si, ça me motive. Et donc à côté, finalement, je trouve que je me suis améliorée aussi en conseil sur certains C'est produits, génial. certaines choses. Donc en fait, les deux m'enrichissent énormément. C'est génial, franchement, Ouais, le fait de voir ça, de comprendre cette dynamique entre les deux que tu as réussi à créer oui. et que tu feras aussi sûrement évoluer avec le temps, Mhm. je trouve ça hyper inspirant. Mm. Merci. Et aussi, je voulais te demander, puisque du coup, le thème du podcast, c'est aussi d'aider les jeunes à se déstresser et à se Mhm. dire que ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et comme vous avez vu, bah voilà, on peut avoir une expérience qui n'est pas top, changer, adorer son métier, ça existe en fait, c'est possible. Mais tu te crées ton métier en fait, c'est ça qui est aussi important. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est possible de se créer le métier qu'on veut. Et toi, tu l'as fait, tu t'es créé le métier qui te plaît et qui t'anime au quotidien. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui a 17-18 ans, qui ne sait pas forcément ce qu'il veut faire, qui a une petite voix en tête, mais et qui est perdu, qui a peur en fait que voilà, il se trompe d'études, qu'il part dans la mauvaise direction et qu'il il est perdu 4 ans. Quel conseil t'aurais à lui donner? Alors, premier conseil, déjà, c'est pas forcément écouter toutes les personnes qui vous disent que c'est pas possible, que vous n'avez pas le niveau. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec ma prof principale qui m'a clairement démotivée. Mais à côté, j'avais d'autres personnes, ma famille qui m'a énormément soutenue, par exemple. Donc, restez quand même motivé, même si des personnes que l'on pourrait considérer de confiance, notre prof principale nous dit que c'est pas possible. Si vous en avez vraiment l'envie, la motivation, vous avez cette rigueur aussi de travail, rien n'est impossible, vraiment. Ça, c'est très important. Et à côté, quand on choisit en fait de faire des études, on a l'impression que c'est la fin du monde si on se trompe en fait de voie ou quoi que ce soit. Mais finalement, moi j'ai fait 6 ans d'études, j'ai terminé mes études à 24 ans et finalement c'était pas si... j'étais pas si vieille que ça et Oui, c'était de c'est très clair. très longues études. Donc admettons, vous commencez à 18 ans un cursus dans une filière, et bah, vous vous trompez, vous avez 19 ans, enfin c'est Ouais. finalement quand on est dans la vie active, on se dit en fait, c'était rien, quoi. Quand j'ai commencé à 24 ans, j'étais encore un bébé et puis là, voilà, j'en ai 30 et je me dis: «Voilà, ça fait maintenant quelques années que j'exerce, bah, j'aurais pu faire autre chose a après, pharma, j'aurais pu faire un tout autre cursus» et quand vous êtes dans la vie active, vous vous rendez compte qu'en fait, les études, bah, ça passe à une vitesse. On se rend pas compte. Moi, entre ma deuxième année et ma sixième année, enfin, enfin, je veux Ouais, dire, en un c'est claquement de doigts, c'était terminé, quoi. Donc n'ayez pas peur. Même si vous vous trompez, c'est pas la fin du monde. Vous êtes jeune encore et puis croyez en vous et puis mm, voilà. À partir du moment où vous êtes motivé, que vous croyez en vous, même si vous avez des doutes, on a tous des doutes, c'est normal. tout le temps, je pense. C'est ça. Même encore aujourd'hui, quand je suis face à une ordonnance, j'ai encore des doutes parce que je me dis bon bah je connais pas ce médicament. Enfin, ça va vous suivre toute votre vie, mais après vous allez réussir à vivre avec. Ouais, restez motivé. Ok, merci Touba. Et une petite dernière question. Euh, S'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir à 18 ans, un conseil, tu parles à la toi de 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Que notre carrière professionnelle va être très belle et ça sera même mieux que ce que j'aurais rêvé, tout ce que j'aurais imaginé et que vraiment il faut vraiment rien lâcher malgré les difficultés financières, malgré les difficultés concernant les études ou quoi que ce soit, qu'à partir du moment où vraiment on est motivé, qu'on croit en nous, rien n'est impossible.
Donc vraiment qu'il faut que je reste motivée quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Touba. Franchement, j'ai adoré cet échange. Également. Je te remercie. Comme j'ai dit, je repartagerai tous tes réseaux sociaux dans la barre de description. Et puis, à une prochaine peut-être, pour À une parler peut-être un prochaine. peu plus du domaine de la pharmacie ou Mmh. peu importe. Mais merci en tout cas et à bientôt. À bientôt Lucie, merci.